Bonjour tout le monde, bienvenue au quatrième épisode de Podcast sans calories. On avait pris une petite pause cet hiver parce que on roulait beaucoup chez nous. Puis on reprend ça pour l'été avec des épisodes plus réguliers. Ça a plus de format que Gabrielle, elle est là de façon régulière pour jaser de bicycle et tout ça. Eux qui savent, moi je suis un énorme nerd de bicycle, de training et tout ça. Puis Gabrielle est une gros nerd à devenir, je pense. Wannabe geek. Elle a beaucoup de connaissances aussi, mais elle est surtout curieuse. Puis pose des bonnes questions. Donc, on va prendre des topics qu'on entend dans les group rides, dès que le monde nous pose, etc. Puis discuter plus en longue forme avec le podcast ici chaque semaine ou deux. Donc, Gabrielle, comment ça va? Comment ça se passe, ton fin d'hiver, fin de training, comme beaucoup de monde semble penser? Ça se passe quand même bien. Là, ça fait du bien de sortir dehors, là. Pour vrai, j'étais vraiment... Puis je pense que tout le monde ici, les clients au 104 aussi, étaient un petit peu tannés, là, rendus en avril, de rouler en dedans. Puis ça fait du bien aussi d'allonger, je trouve, les sorties. Puis là, moi, j'ai commencé aussi à faire de la course. J'ai fait ma première course de l'été. J'ai pas mal appris. C'était quand même difficile. Puis c'est ça, le calendrier a commencé, fait que ça fait du bien de sortir dehors, puis de changer aussi un peu les semaines d'entraînement, parce que ça commençait à être un peu du pareil au même là, depuis à peu près novembre qu'on est en dedans. Fait que... Puis on dirait qu'il est comme de quoi que quand on fait nos premières sorties dehors, on a comme cette belle journée en mars, que belle journée où il fait plus que zéro. Puis on sort, fait un ride dehors. Puis là, retourner en dedans, c'est encore plus difficile. Parce Ouais. qu'on a goûté à c'est quoi dehors. Aussi, autant que les rouleaux sont proches à la feeling de rouler dehors, c'est pas pareil. Puis on dirait que le coup pédale à l'intérieur devient un peu plus difficile. Donc c'est comme... je pense qu'il y a un bon argument d'attendre d'aller dehors jusqu'à tu n'es plus capable ou attendre qu'il fait comme on est confiant qu'au moins 80% de nos sorties peuvent être faites dehors avant d'y aller, même si on a hâte de le faire. Non, 100%. Je suis allée rouler une semaine en Floride fin mars, puis j'ai comme un peu regretté en revenant parce que j'avais comme la pensée magique qu'il allait faire beau quand j'allais revenir, mais non, il neigeait encore. Puis là, c'était difficile. Là, mon moral, ma motivation est descendue après avoir roulé 28 degrés, des 100 kilos. Ça allait super bien dehors, puis là, revenir en dedans, là, c'était vraiment difficile, mais non, c'est vrai ce que tu dis, là. C'est là aussi Ouais. qu'on voit la différence entre la motivation qui est court term puis la discipline Ouais. et habitude qui devient plus important sur le moyen et long terme. Ouais, 100%, surtout pour s'entraîner dehors, là. Je veux dire, en dedans. Parce que après, je dirais 2 mois à être vraiment intense. J'ai vu beaucoup de monde ici à venir moins souvent. Là, les rencontres sociales étaient moins fréquentes aussi. Fait qu'il y a une différence entre la motivation puis la discipline. Puis Ouais. ça dépend aussi de tes objectifs à court ou moyen terme. Là-dessus aussi. Je pense qu'il y en a eu beaucoup de monde, malgré les consignes qu'on leur donnait, qui ils faisaient pas de variation dans leurs entraînements ici. On a les différents styles de cours, des styles de cours plus intenses, moins intenses. Puis aussi, c'est sûr que chaque entraînement, si tu le fais à la cible ou 10% en dessous, ça fait un différent stimuli. Puis je pense qu'il y a des monde qui ont catché puis ont réalisé que mais le fait qu'on le répétait de ne pas aller à leur maximum à chaque entraînement, de genre, t'es mieux de faire 4 fois par semaine à 80% des intensités, mais faire ça pendant des mois puis pas se brûler. Ou encore mieux, faire une ou deux fois à 100%, puis deux, trois fois à 60%. Ça fait que ben, c'est plus facile de rester motivé tout le long de l'hiver. Puis la même chose s'applique rendu en été. Ben oui, mais c'est ça qu'on voulait parler justement, là. Moi, je me demandais, en fait, comment transposer les entraînements qu'on fait en dedans, puis la planif qu'on fait en dedans, qui est vraiment comme, on contrôle toutes les variables, à quand on sort dehors, qu'on augmente le volume, les group rides qui arrivent,
l'influence des gens avec qui on roule, puis tout ça. Ouais, comment on fait? C'est une grosse question. Puis bien sûr, le réponse, c'est ça dépend. C'est toujours une question de les priorités de l'athlète, quelle place le sport prend dans leur vie, puis aussi, ben, c'est quoi les objectifs à faire pour l'été. Toi, tu as commencé à racer. Il y a des monde qui race en un beau circuit régional. Il y a des monde qui sont là chaque semaine, des monde qui visent des courses à l'extérieur, etc. Mais il y a aussi beaucoup de monde qui n'ont aucun objectif de racer, aucun objectif de faire des événements de vélo. Et c'est plus une activité sociale, c'est plus une échappatoire dans leur vie, c'est une façon de rester plus en santé. Puis toute cette gamme de personnes va avoir une réponse différente à cela. Donc, je pense que c'est très important de réfléchir à pourquoi on fait ça, puis de placer ces priorités-là, mais aussi accepter les côtés négatifs de ces priorités-là. Parce que c'est jamais une solution parfaite, il y a toujours des positifs et des négatifs. Je pense qu'en les cas par cas, moi et toi, on représente genre 2 cas différents. Ouais. Puis on peut parler des autres personnes qu'on pense sans les nommer. Mais si on parle de toi, Gab, mettons, c'est quoi tes objectifs pour cet été de vélo? Ben, mes objectifs, c'est de performer sur les courses, puis surtout sur le championnat québécois, championnat canadien. Puis, me faire recruter par une plus grosse équipe. Fait que là, moi, où je trouve que c'est difficile à gérer, c'est, là, des fois, j'ai le goût d'aller rouler avec des gens, mais là, ils font une plus longue distance que qu'est-ce que je suis censée faire dans ma planif, ou, par exemple, je suis censée faire des intervalles, mais là, eux, ils veulent aller faire une easy ride. Fait que c'est plus, je pense que c'est là le downside que tu parlais, que je vois dans mon cas, c'est de dire soit non, ou de faire mes trucs de mon côté, ou essayer de trouver comme un juste milieu là-dedans. Mais c'est ça. Puis, tu sais, je sais qu'il va falloir que je rentre beaucoup de volume aussi. Puis des fois, c'est d'aller rouler toute seule parce que les gens travaillent le jour, l'été, pas moi. Ouais. Fait que c'est de trouver comme comment adapter. Ben, une chose, comment adapter mes rides pour essayer de rouler avec les gens aussi. D'aller trouver le bon effort pendant que je roule en groupe. Puis pas non plus comme juste me désentraîner en suivant des roues ou suivant, tu sais, par exemple, que je roule avec des gars ou peu importe, que toujours être en arrière d'eux. C'est ouais. Donc, t'as un peu nommé spécifiquement que, pour quelqu'un dans ton cas, que comme tes objectifs principaux, c'est la performance, puis surtout de performer à quelques événements clés dans l'année. Mais ce qui est essentiel à ça est ton entraînement. Puis le downside, le côté négatif de ça, c'est ben tu vas manquer beaucoup des sorties de fun dans ta semaine. C'est sûr que chaque coach va avoir un peu son avis là-dessus puis son différence là-dessus. Puis même à travers l'été, ça peut varier. Ton plus gros course est qui s'en vient bientôt, c'est le Grand Prix Charlevoix. Donc, comme dans ton dernier mois de préparation, et dans ce dernier mois, c'est un peu plus critique d'être vraiment comme spécifique dans ses sorties, pas juste pour le côté entraînement, mais le côté récupération pour que tu arrives à la race avec les bonnes qualités, mais aussi en forme pour les mettre en évidence. Donc, malheureusement, dans ton cas, c'est beaucoup de dire non. Puis d'accepter que soit tu veux rouler seul, soit il va falloir que tu dis à des gens, hey, moi aujourd'hui, c'est mon sortie facile, je fais un pas de pôle, rien. Ou à dire, hey, j'ai des intervalles à faire aujourd'hui, ça se peut que dans quelle côte je vais aller à mon rythme, etc. Mais c'est essentiellement te mettre la faute sur ta coach, des fois, ton coach, des fois, c'est une bonne raison à donner pour que les gens vont te laisser passer et juste dire, je peux pas, mon coach me donner ça aujourd'hui. Mon coach veut pas que je fasse. C'est ça. Et puis, c'est beaucoup à mettre de côté le côté social
et mettre en priorité le temps d'entraînement pour faire les bonnes intensités au bon moment, puis aussi de s'assurer que ta récupération est adéquate. Tu as touché sur le volume d'entraînement. Ça, c'est une autre chose que beaucoup de monde font. Moi, personnellement, j'ai tendance à juger le volume en tout sport confondu dans une semaine. Moi, personnellement, je flotte entre 10 et 15 heures de training dans ma semaine. Souvent, l'été, ça va monter à des fois des 20 heures par semaine. Mais l'hiver, ça va sembler à 4 heures de muscu, 2-3 heures de course pour faire un peu de cross-training et 4 à 8 heures de vélo dans une semaine. Mais quand on commence à aller dehors, souvent l'été, je réduis mes courses, mais je ne fais pas ça cet été parce que je suis inscrit pour des courses. Mais aussi, je réduis mon muscu à 3 fois par semaine. Déjà, si je recoupe 1 heure de muscu de course dans ma semaine, 1 heure de muscu dans ma semaine, mais c'est 2 heures de vélo que je vais faire en étant à le même volume dans ma semaine. Il y a beaucoup de monde qui sont dans une situation comme moi où leur facteur limitant de volume n'est pas leur capacité à faire de sport, c'est plus le temps qu'ils ont, l'horaire qu'ils ont. Donc souvent ça, c'est limitant, mais une bonne règle, c'est ton volume ne devrait pas varier plus que 50% à l'intérieur d'une année. Si l'hiver, tu t'entraînes 5 heures par semaine, mais de faire plusieurs semaines à plus que 8 heures dans la semaine, probablement ça va être trop. Tu peux le faire de temps en temps, mais si tu fais souvent, c'est fort probable que tu vas avoir la difficulté de récupérer. Puis l'opposé est vrai, anecdotalement, avec le désentraînement. Si tu fais plus que 50% de moins trop souvent, mais tu vas commencer à aller vers le désentraînement, pas aussi rapidement. Comme si ça fait une semaine, c'est pas la fin du monde de perdre rien. Mais si tu commences à faire plusieurs semaines en ligne, c'est là qu'on commence à voir un peu un désentraînement. Mais ça, c'est plus quelque chose qui arrive l'hiver, qui l'été avec le monde. Donc, c'est très important pour les personnes, pour éviter les blessures, éviter les burn-out et tout ça, de surveiller cette augmentation de volume. Puis si vous soudainement, vous êtes capable de faire plus de sport, de ne pas aller en fou tout de suite, à monter progressivement. Si vous faisiez 8 heures cet hiver, ça ne veut pas dire commencer tout de suite à faire 12-13 heures cet été. Peut-être que vous allez prendre 1 mois de faire 8 heures une semaine, 9 heures l'autre semaine, 10 heures l'autre semaine pour monter à ça, prendre une semaine de récupération, puis après remonter à 10-12 heures. C'est mieux d'aller progressif que d'aller all out de la grosse volume tout d'un coup. Puis est-ce que tu dirais qu'il faut garder la même proportion d'intensité sur le volume total? Parce que l'hiver, par exemple, tu fais plus, techniquement, tu fais plus d'intensité. Ta proportion d'intensité sur ton volume total est plus grande que l'été, ou il faudrait que ça suive? Ça dépend. Ça dépend selon les objectifs. Le zone 2 est gros, ça vit le moment actuellement. Puis le zone 2, c'est la clé, le réponse à tout. Puis les sorties de basse intensité ont beaucoup leur valeur. Souvent, nous au Canada, j'avais parlé de ça avec Will, un de nos coachs, qu'on est avantagé de faire un peu une périodisation inversée. Alors, quelqu'un qui peut rouler dehors l'année longue va probablement commencer en janvier à faire beaucoup de longues sorties, faire toute leur semaine en basse intensité, puis après, ils commencent à faire un peu de tempo, après, ils commencent à faire un peu de VO2, puis là, ils arrivent à leur saison. Et soit ils ont un race block où ils vont s'entraîner spécifiquement pour leur course, ou ils vont faire des choses plus variées juste pour maintenir. Mais nous, vu que l'hiver, c'est pas porté pour faire beaucoup de volume, souvent, on est porté pour faire plus d'intensité. Donc, c'est comme si on commence au milieu avec le tempo, on va vers le VO2, vers la fin. Puis là, on arrive à le début de saison dehors, et c'est comme là qu'on va faire notre endurance. Ça ne veut pas dire qu'on va faire ça pour tout l'été, mais beaucoup de monde, ce que je fais faire, c'est l'intensité cet hiver. On fait un bloc de volume au début de la saison dehors, puis après, on retombe dans les intensités plus tard
dans l'été. Le règle générale qui sort avec l'entraînement périodisé ou polarisé, c'est de faire 20% en intensité dans ta semaine. Juste à mon expérience, je trouve que c'est plus 2 jours par semaine d'intensité qui applique pour tout le monde. Puis le monde qui s'entraîne en endurance 3 fois par semaine, devrait faire 2 jours d'intensité, 1 jour bas intensité. Les gens qui font 6 fois par semaine devraient faire 2 jours d'intensité, 4 fois de bas intensité. Parce que c'est sûr qu'en faisant de l'intensité, on a plus de stress pour la même durée, mais si on fait ça trop souvent, on n'est pas capable de récupérer. C'est comme une réponse, pas de réponse à ta question. Puis est-ce que, mettons le fait, la personne qui s'entraîne 6 fois par semaine, elle a une plus grande fatigue parce qu'il y a plus de journées à basse intensité qui crée quand même une fatigue. Est-ce que c'est la même adaptation quand elle va venir faire ces 2 jours d'intensité ou l'adaptation va être plus grande parce qu'il y a déjà une fatigue de créer? Je ne vais pas me prononcer là-dessus de façon absolue parce que c'est quelque chose qui est très peu étudié. Puis c'est aussi une question de est-ce que s'ils arrivent à le jour d'intensité plus fatigués ou est-ce que ils se prennent plus de temps à bâtir une fondation aérobique. Donc, parce qu'ils ont plus bonne base aérobique, ben, ils sont capables de monter plus haut. Le modèle que j'aime utiliser, qui, je pense, rapproche beaucoup à la réalité, c'est en fonction tous dans une bande de capacité qui est définie par nos génétiques, puis un peu par combien de sports on faisait quand on était jeune. Puis on va toujours opérer un peu dans cette bande, cette fondation de fitness. Puis c'est combien de volume par semaine on fait qui va faire placer où on place dans cette bande-là. Alors si, mettons, quelqu'un que leur FTP off the couch, genre ils s'entraînent pas pendant 6 mois parce qu'ils ont cassé leurs jambes ou whatever, puis là, ils sont presque complètement désentraînés et ils commencent à s'entraîner, mettons leur FTP off the couch est 200 watts, puis ça reste pas mal là tout le temps. Puis là, ils s'entraînent 3 fois par semaine, ils se montent à 240, par exemple. Mais s'ils continuent de s'entraîner à 3 heures par semaine, ils vont rester un peu un plateau à 240, puis comment ils s'entraînent avec les différents types d'entraînement vont définir dans quoi ils sont bons. Mais leur base de fitness, où c'est placé, va rester pas mal dans un plateau. Mais soudainement, ils se mettent à s'entraîner 6 heures par semaine, ils se doublent leur volume, ils vont peut-être monter à une base à 260 watts. Puis là, ils se mettent à 12 heures par semaine, ils peut-être mettre à 280. Alors, combien de volume par semaine, ça va comme indiquer où tu vas placer ton plateau, puis comment de varier tes sorties, quel style d'entraînement tu fais, ça va déterminer dans quoi, quel attribut tu vas être bon. Mais c'est ça, dans le fond, c'est pas un nombre de volume, c'est plus la modification, le changement, en fait. Exactement. Ouais, c'est ça. Faut pas que ce soit toujours la même chose. Mais si tu veux être très bon dans une seule chose, tu devrais pas toujours faire la même chose, mais tu devrais être très spécifique vers ça. C'est pour ça que, mettons, des athlètes, souvent, ils ont fait de VO2 en off-season pour augmenter leur capacité maximale, mais dans le race, ils utilisent très pour ça, ils sont souvent en zone 3 à l'infini. Donc, ils ont fait beaucoup de zone 3 en préparation. Mais des fois, ce niveau de spécificité est une bonne chose. OK, je comprends. Donc, c'est pas nécessairement que tu arrives à tes entraînements d'intensité plus fatigués, donc tes entraînements d'intensité sont peut-être ils vont être plus difficiles, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus payants. C'est plus que tu travailles ta fondation et ton pic ou tes besoins spécifiques au même temps qui fait que tu vas monter un peu plus haut. Ça, c'est tout juste mon impression, mes estimés selon ce que je vois, puis à comprendre des modèles qu'on suit, mais c'est ça mon meilleur estimé. OK. Ouais. Fait que pour mettons des entraînements dehors, est-ce que toi tu y vas avec encore un peu le même principe, un entraînement comme ici on avait puncher, grimpeur, fait un entraînement encore plus en VO2 puis un plus en zone 3 tempo ou dans des côtes?
Ou sinon, c'est complètement différent l'été. Mais il n'y a pas tant de différence entre à l'intérieur et l'été. C'est plus l'adaptation à où on le fait, comment C'est on le comment on fait. fait, Ouais. où on va, mais si quelqu'un, je prends l'exemple des triathlètes, mais on peut aussi dire, si quelqu'un veut être très fort pour les races de gravel, des fondos et tout ça, ou quelqu'un veut être très fort en vélo montagne, des crits de cyclocross, mais leur entraînement va être un peu différent, spécifique à celle-là. Donc, c'est plus ça qui va déterminer quel style de training on fait versus l'intérieur ou extérieur. Et ici, un peu le guide que j'ai donné aux athlètes qui s'entraînent ici, c'est si ton objectif est juste d'être en forme générale puis tu n'as pas des objectifs spécifiques, essaie de faire une de chacun de nos styles de corps par semaine pour que tu travailles tous les avantages des qualités d'athlète. Puis si tu as un objectif plus précis, mais essaie de cibler le corps qui répond à ce besoin. Ça peut être de soit travailler une faiblesse ou de travailler vers un type d'événement spécifique. Ouais. Puis ça me fait penser, est-ce que tu es plus du genre à dire aux gens de travailler leur force ou de travailler leur faiblesse? D'augmenter, genre de... Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? je comprends. Ça dépend si leur faiblesse est un facteur limitant ou non. Ah, ok, ouais. Parce que j'ai tendance à, en général, dire le plus tu es loin de tes événements clés, le plus tu devrais travailler sur tes faiblesses. Ouais. Parce que c'est. Des fois, on a tendance à penser à des zones comme des choses absolues qui n'interagissent pas vraiment entre eux. Mais il y a quand même de bonnes évidences, autant juste d'expérience puis dans les études, qu'ils ont un peu un effet secondaire sur les autres zones. Alors, quelqu'un, je vais me prendre comme exemple, je suis très fort en anaérobie puis en VO2, mais le tempo, le threshold, c'est mon couche-mort. Mais en off-season, j'ai tendance à travailler mon tempo et threshold parce que ça me permet de faire encore plus de VO2 et tout dans l'été. Ils sont pas si séparés que ça. Puis j'aurais tendance à dire off-season, travaille tes faiblesses, plus t'approches vers une compétition ou un événement ou comme quelque chose de clé, travaille sur des forces. Pas nécessairement sur des forces, travaille sur les qualités que tu aurais le plus besoin pendant ton événement. Et si tu n'as pas un événement cible, ça peut être défini par le type de sortie que tu fais ou si c'est simplement de travailler vers une santé globale sans une spécificité, mais c'est là que de faire un peu de tout dans la semaine devient intéressant. Ouais. Mais parlant peut-être de quelqu'un, parce que moi je tombe un peu dans cette cas-là, cet été, j'avais décidé que à cause de plein de facteurs que je prenais une saison off de cibler les événements spécifiques. Peut-être parce que cet hiver, j'ai travaillé 80 heures par semaine et tout ça. Donc, j'ai peut-être moins une bonne récupération que j'ai déjà eue. Mais je veux s'assurer que je garde une bonne fondation tout l'été. J'ai des objectifs de continuer à augmenter mon performance, mais pas vers un événement spécifique et d'utiliser les sorties de vélo pour continuer à bâtir une communauté, beaucoup de social, même si je suis pas toujours une personne sociale, dans mon priorité est, oui, mon performance, mais plus équilibré avec le social. Okay. Donc, j'ai moins besoin de dire non à des sorties sociales et tout ça, mais je vais quand même donner des jours dans ma semaine qui vont mes jours intenses et mes jours moins intenses. Pour moi, les jours intenses, ça va être les mercredis, parce que souvent, les mercredis, c'est là qu'il y a des races. Ouais. Puis probablement des vendredis, parce qu'il y a fait un peu d'intensité, puis après, le week-end, fait des longues sorties. Puis aussi, on va avoir des cours ici, le midi, pendant l'été, aussi long qu'il y a le monde qui vient. Donc, je vais comme venir ici, les vendredis midi, faire mon intensité la semaine. Puis ça va me permettre de comme aller dans les group rides, puis garder ça plus mollo et quand même continuer à améliorer mes qualités, de faire une race par semaine
et un entraînement structuré par semaine ici. Puis j'ai un niveau de fitness qui me permet de, quand je vais dans un group ride, un peu de décider si le group ride va être difficile ou non. Que c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. Si je vais à un group ride, mettons l'été passé avec des group ride musette, si je voulais que ce soit un entraînement difficile, je vais dans le groupe 1, puis pas juste que je vais dans le groupe 1, je vais dans le groupe 1, puis je fais beaucoup de travail en avant. Si je veux que ce soit un entraînement modéré, je vais dans le groupe 1 et je fais juste flotter des roues, ou je vais dans le groupe 2. Si je veux que ce soit un entraînement plus endurance, je vais dans le groupe 4, puis je fais juste tirer le groupe 4 tout le long de la sortie. Donc, j'ai cette capacité-là qui permet d'utiliser les group rides un peu de comment je veux pour cette journée-là. C'est aussi une bonne façon de, sur les journées intenses, ce que j'ai fait à beaucoup de monde que je coach, c'est je vais donner des intervalles à faire en s'en allant au group ride. Alors, mettons, ils ont une demi-heure à rouler pour aller au group ride. Mais je dis, OK, mais dans cette demi-heure, dans le group ride, je veux que tu fasses 4 fois 2 minutes en VO2. Juste pour qu'on touche dans cette zone-là, on a fait comme le minimum nécessaire pour s'assurer qu'on a une adaptation. Et après, c'est sûr qu'ils ont fait un peu plus dans le group ride. Et ça fait une bonne journée d'intensité un peu spécifique, un peu non. Donc, des fois, c'est une bonne façon d'équilibrer entre le social et de faire ce qu'on a besoin de faire. Ouais, puis quand il y a plein de monde aussi, comme les rides du musette, tu peux facilement choisir l'intensité, comme tu dis, parce qu'il y a plusieurs groupes, puis ça te pratique à rouler en groupe, puis en peloton, là, mettons pour du monde qui font des races ou... Même pas juste des races, des fois, le monde trouve les group rides difficiles parce qu'ils ne savent pas chauffer leur bicycle, puis ils ne savent pas virer. Mais ça, c'est une autre discussion. Puis, si on va dans le dernier groupe de personnes, si on fait 3 groupes grossières, c'est la personne qui, ils se penchent vers le côté social presque à 100%, mais ne veulent pas perdre leur acquis qu'ils ont pris cet hiver. Puis, cette personne-là peut ressembler beaucoup à ce que moi je fais. Si ils aiment ça, faire des intervalles et des entraînements structurés, je dirais, faites-en. Si tu aimes ça, puis tu trouves ça motivant, puis tu as le goût d'aller en faire, fais-en avant de faire les entraînements ou aller faire les group rides, ou venir ici ou une place comme nous qui offre des cours d'été et faire 1 midi par semaine juste pour maintenir une base d'intensité et choisir selon tes journées. Peut-être choisir 2 journées dans ta semaine qui ne sont pas collées, que ça, c'est mes journées intenses. Et le reste, mais essayer de prioriser, de rester dans ton endurance le plus possible. Mais je pense, pour ce groupe-là spécialement, comment l'été ils font pour voir soit leur progression, leur maintien, ou si leur entraînement est comme pas assez difficile, parce que là, en dedans, tu sais, les gens, ils ont leurs chiffres, ils ont toutes ces variables-là, ils font des tests et tout ça, puis tu as publié justement là-dessus la semaine passée. Mais est-ce que l'été, tu as besoin de faire des tests? Est-ce que tu te testes sur des segments que tu connais, sur des côtes que tu connais? Ouais. Les segments, j'aime moins que ça parce que ça dépend beaucoup sur les conditions météorologiques. C'est quoi l'avantage avec un power meter? C'est que le power meter, c'est comme le seul barème qu'on voit un changement. Si on parle de perception d'effort versus perception d'effort et heart rate, tu peux t'entraîner autant que tu veux, mais ces deux choses-là vont changer seulement relative aux puissances. Si on prend par exemple le Code Gilmore, tu peux faire le Code Gilmore à 6 sur 10, tu peux faire le Code Gilmore à 10 sur 10, peu importe en forme. Tu peux aussi faire le Code Gilmore avec la fréquence cardiaque qui reste le même. Mais si tu ne sais pas à quelle puissance tu as travaillé pour arriver à ça, tu ne sais pas vraiment si tu as amélioré. Donc, des fois, on entend des choses que des débutants, des personnes qui ne courent pas, n'ont pas besoin de capture de puissance, mais c'est vraiment le meilleur upgrade pour la personne qui veut avoir une validation de ce qu'ils font. C'est aussi des fois une bonne façon de s'assurer que les sorties sont réellement ce qu'on pense.
combien de fois qu'on fait une group ride, puis les premières 5 minutes sont extrêmement difficiles, et après ça, ça relaxe un peu. Donc, en réalité, on a fait la majorité de sorties dans nos zones 2, mais vu qu'on a fait ces premières 5 minutes en zone 5, nos fréquences cardiaques sont dans la zone 4 tout le long de le ride. Alors, c'est sans avoir une capture de puissance, pouvoir voir ça, c'est difficile à juger l'effet global d'une sortie. Et ça peut aussi être utile de genre, OK, aujourd'hui, c'est une sortie modérée. Je vais mettre une limite que je ne monte pas en haut de 75% de mon FTP. OK, je veux faire une sortie modérée. Je vais faire les sections plats en bas de 75% de mon FTP. Et dans les montées, je vais aller en 90 puis 100% de mon FTP. Ou, hey, je veux faire une sortie vraiment tough. Je vais essayer de faire toutes les montées qui ne sont pas trop longues. Ça n'a pas besoin d'être des intervalles spécifiquement faits avec ton power meter, mais tu vas quand même utiliser ton power meter en sachant tes zones plus ou moins pour s'assurer que les sorties sont dans la bonne région. Ouais. Ouais, oui. C'est une bonne idée. Non, mais pour vrai, oui. Parce que aussi, il y en a qui se fient sur la vitesse, mais dès que tu roules avec quelqu'un, la vitesse, puis même le vent, tu sais, ça se peut que tu ailles à 26 km/h puis que tu pousses comme à 100% de ton FTP parce que tu as un gros vent de face. Puis même chose, ça se peut que tu ailles à 42 km/h, mais tu as un gros vent de dos puis tu pousses comme même pas 60% de ton FTP. Ouais. Mais juste de faire les équerres ou de faire aller-retour la basilique, c'est environ la même distance. Mais de vitesse moyenne est complètement différent. Tu vas faire le même pourcentage d'FTP dans les deux, mais ton vitesse moyenne va être complètement différent. Mais tu sais pas. Puis le profil de cette puissance va être complètement différent pour les deux. C'est vraiment le metric qui devient le plus qui donne le plus d'informations. C'est pas la seule chose, mais c'est celui qui donne le plus d'informations. Fait que capteur de puissance si tu veux upgrader. Si tu veux un upgrade dans ton vélo, ouais, définitivement un capteur de puissance. Je pense que c'est important aussi de parler d'une autre catégorie. Avant d'aller vers une autre catégorie, je pense qu'on devrait parler un peu de comme c'est quoi les côtés négatifs de les deux derniers on a parlé. Donc, personne comme moi qui veut avoir un équilibre entre la performance puis le côté social de faire le bike. Mais le côté négatif de ça, c'est je vais arriver à la fin de la saison, puis j'aurai probablement pas, surtout quelqu'un que dans mon situation, que ça fait des années que je fais d'entraînement structuré, je vais pas arriver à la fin de l'été, puis j'aurai pas vraiment fait de gain en fitness. Peut-être mon endurance de base va être meilleure parce que je fais plus de volume l'été que l'hiver, etc. Mais comme mon métrique de base qui est mon FTP, c'est probablement environ la même chose que c'était avant, qui va faire les quelques fois que je décide de faire un événement dernière minute, mais j'aurai moins de spécificité vers si je décide, OK, je veux aller faire tel race de gravel 2 semaines avant, je vais avoir le fitness pour le compléter, mais je ne serai pas aussi spécifiquement entraîné pour ça que si je faisais comme toi, puis je faisais vraiment suivre une plan structuré vers ça. Puis la personne qui vise plus le social avec une base de je maintiens un peu, mais en dire comme moi je suis 50-50, toi tu es probablement 80-20 performance sur le social, puis la personne qui est 20% performance, 80% social. Mais c'est fort probable que dans leur situation, ils vont arriver ici ou sur Zwift l'hiver prochain, puis leur FTP va avoir baissé un peu, et c'est tout à fait normal. Le mien, quand je retourne en dedans, va avoir baissé un peu. Le tien, parce qu'il devait avoir besoin d'un plus gros off-season, va avoir baissé un peu. Le fitness, c'est pas une ligne droite en montant, c'est même pas une courbe, c'est vraiment des escaliers. C'est normal, mais le pic à lequel on va atteindre versus le drop va être différent dans les trois cas. Et c'est juste une question de priorité et tout ça. Je dirais aussi que la personne qui fait plus social, qui des fois est moins spécifique sur ce qu'il veut faire, a plus de tendance à arriver à la fin de l'été. Ouais,
elle a plus tendance à arriver à la fin de l'été, puis elle est un peu écœurée de faire des bicycles parce que mais ils ont toujours fait la même chose, puis toujours été passé beaucoup de temps en zone 3. Mais quelqu'un qui aime pas faire les intervalles, qui fait comme toi, va probablement avoir la même chose qui arrive. Donc, c'est pas nécessairement universel comme côté négatif non plus. Mais ça existe quand même pour les deux autres cas. Fait qu'on a dit le côté négatif, c'était, pour résumer, c'est... Tu vas pas atteindre les mêmes pics. C'est ça, ouais. Tu vas pas atteindre les mêmes pics, puis même tu vas peut-être voir une descente dans ton niveau de fitness. Qui est des fois contre-productif, contre-intuitif de je fais plus de sport, mais je finis l'été moins en forme. Mais c'est carrément ça qui arrive. Et c'est un excellent argument de garder, OK, si je garde moi j'appelle ça des journées plates, mais une journée plate par semaine où je fais comme vraiment, voici mon entraînement, voici mon spécificité, puis je maintiens avec ça. Ça fait que on fait beaucoup de progrès pendant l'hiver, en plateau pendant l'été, on a de fun. C'est ça, au moins tu perds pas. Puis là, on arrive à l'hiver, aux mêmes places qu'on a fini l'hiver passé. Puis j'en fais le même argument pour le muscu aussi. Le monde qui font le muscu l'hiver, puis ils arrêtent complètement l'été. Mais si tu fais... Des fois, le monde exagère sur le temps que ça prend de faire le muscu. Si tu fais une fois 30 minutes par semaine de muscu, tu vas maintenir 90% des acquis que tu as pris l'hiver passé versus d'avoir tout perdu. Donc, c'est... Exactement. Donc, c'est... Dans tout, de garder un minimum de structure, tu es probablement gagnant à la fin de tout de faire ça. Fait que dans le fond, c'est de maintenir les acquis malgré les objectifs qui sont différents. Ouais. Puis une journée plate par semaine, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Surtout si ta journée plate par semaine, tu sais, mardi soir, je vais faire le ride musette. Je sais que c'est un ride intense. Puis je vais y aller en bike. Et je vais faire quelques intervalles en m'en allant. Et c'est ça comme tes intervalles de maintenance. C'est pas si pire que ça. Ouais, parce qu'en plus, tu travailles tout l'hiver. Tu veux pas perdre. Et tu veux voir une progression sur l'année aussi, là, puis à travers les années. C'est exactement ça. C'est pas une année qui compte, c'est le tout. OK, cool. Ça couvre beaucoup de choses. Ouais. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on parle. Je pense qu'on va couper ça là aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, des idées de sujets. Des idées de sujets. Si on est carrément raison, puis on a des gens, je sais pas, qui sont chauds dans la performance, dis-nous. Puis ça nous fait un plaisir de le voir. Merci, Gab. Ça fait plaisir. Mais on pourrait tellement parler pendant...